Bonjour tout le monde. Alors, merci de nous avoir invités à ce colloque aujourd'hui. Donc, nous brisons la glace avec notre session sur le choix des applications mobiles en santé. Peut-être certains d'entre vous se demandent-ils, mais qu'est-ce que les bibliothécaires font ici? Nous, on s'intéresse aux applications mobiles en santé depuis plusieurs années déjà. Pour nous, en fait, c'est simplement un nouveau support pour de l'information de santé. Donc, dès 2012, nous avons mis en ligne un guide thématique pour soutenir justement nos étudiants dans le choix des applications mobiles. Alors, c'est sûr que je vais revenir dans le cours de diapo. C'est sûr que la plupart de nos clients, ce sont des étudiants, mais nous avons quand même pensé à mettre en évidence certaines applications mobiles en santé à l'intention des patients et des consommateurs. Je reviens donc dans un petit instant. Et ce qu'on fait aussi dans les bibliothèques de la santé et paramédicale à l'Université de Montréal depuis janvier 2014, nous prêtons en fait des tablettes électroniques à nos comptoirs de prêt. Et sur ces tablettes-là, on a installé une vingtaine d'applications mobiles pour que justement nos utilisateurs puissent s'approprier cette nouvelle technologie et découvrir des applications mobiles. L'autre aspect qui nous intéresse en bibliothèque, c'est bien sûr les compétences informationnelles de nos étudiants. Donc, nos futurs professionnels de la santé sont amenés à savoir distinguer et évaluer de façon critique les différentes sources d'information dans leurs divers formats. Et les applications mobiles, ça fait partie du lot. Et c'est l'aspect que ma collègue Monique va vous présenter là, dans quelques instants. Donc, vous pourrez aller visiter le guide, je vous ai tweeté le lien. En fait, voici brièvement comment il se présente. Donc, un premier onglet avec quelques généralités et on couvre en fait plusieurs sujets qui vont être abordés lors de la journée aujourd'hui. Donc, la sécurité, la confidentialité des données, l'homologation des applications mobiles, comment s'initier aux applications mobiles et aussi où en trouver, donc et où trouver des applications qui ont déjà été évaluées. Donc ça, c'est le premier onglet du guide. Les onglets suivants, les 4 onglets suivants s'adressent donc à nos différentes clientèles. Donc nous desservons les facultés de médecine, de médecine dentaire, de médecine vétérinaire, l'école d'optométrie, les sciences paramédicales avec la faculté des sciences infirmières. Bref, il y a de tout pour tous dans ces onglets-là. Donc, certaines applications, la plupart, ce sont des applications donc, qui ciblent les professionnels de la santé. Et certaines d'entre elles aussi, ce sont des applications mobiles qui découlent des ressources électroniques auxquelles nous sommes abonnés. Donc, pour chacune des applications, il y a une courte description, le lien bien sûr vers l'application mobile ou le site du développeur et les plateformes sur lesquelles l'application est disponible. Et finalement, un petit onglet qui met en évidence certaines applications à l'intention des patients et aussi une section pour justement favoriser la communication entre patients et professionnels de la santé par le biais d'applications. C'est d'ailleurs un des sujets, un des thèmes qui vont être abordés aujourd'hui. Donc, moi, je vais m'étendre un petit peu plus sur l'aspect des patients, des consommateurs d'applications mobiles en santé. Alors, on se réfère souvent à l'étude du IMS Institute for Healthcare Informatics. Donc, dans leur méthodologie, ces chercheurs-là ont analysé 165 000 applications mobiles en santé disponibles dans le App Store et sur Google Play. Par contre, après l'élimination des applications qui n'avaient pas été téléchargées plus de 10 000 fois et des applications mobiles qui, après un petit examen, on a conclu que ce n'était pas vraiment des applications mobiles de santé. Et après avoir éliminé aussi les applications qui n'étaient pas en anglais, donc il en restait environ 38 000 de ces applications mobiles-là. Et de ça, on a déterminé qu'il y en avait les 3/4 qui ciblaient plus précisément le public en général, donc les consommateurs et les patients. Au Canada, la donnée que j'ai trouvée d'après une étude de la firme Catalyst, c'est 30% des Canadiens ont téléchargé une ou deux applications sur leur téléphone mobile. Alors, qu'est-ce qui intéresse les gens? Pourquoi télécharger des applications?
j'ai identifié 5 principaux buts recherchés pour aller justement sur le net chercher ces applications-là. Il existe plusieurs typologies là, de classification des applications mobiles, mais en voici une. Et pour chacune, je vais vous présenter un exemple d'une application mobile québécoise qui répond à ce besoin-là. Donc, le premier besoin que j'ai identifié, c'est la motivation. Donc, beaucoup des applications vont vous inciter à changer vos comportements, à adopter de saines habitudes de vie. Et l'une d'elles, c'est l'application Wix, qui est produite par Québec en forme et qui incite les jeunes adolescents à continuer à s'impliquer dans le sport, à rester actifs. Donc, c'est une application ludique. Un autre but recherché par les utilisateurs d'applications mobiles, c'est pour répondre à un besoin d'observance, donc d'observance au traitement, à la médication. L'application que je vous présente ici, c'est l'application Mon Pharmacien, qui est produite par l'Association des pharmaciens et propriétaires du Québec. Donc, l'application va tout simplement vous envoyer des rappels pour vous rappeler de prendre vos médicaments. Une autre option très courue lorsqu'on se promène dans le marché des applications mobiles, c'est pour trouver de l'information de santé, donc but d'éducation. Et il faut notamment s'assurer, bien sûr, que l'information est fiable et à jour. C'est comme une prérogative de base. C'est pour ça qu'il faut absolument se tourner vers une source fiable. Donc, par exemple, ici, l'application de l'Association Diabète Québec, c'est l'application Guide Resto qui permet aux gens de vérifier le contenu en glucides, en lipides et en énergie d'une variété de mets et de boissons disponibles sur le marché et aussi au restaurant, donc pour se créer un menu santé. Quatrième proposition, c'est qu'on retrouve dans les applications mobiles, c'est de tirer des bénéfices. Donc, pour qu'on prenne le temps de découvrir l'application mobile et on doit en retirer quelque chose, donc on va percevoir un certain bénéfice. Un exemple de ça qui va vraiment bénéficier aux patients, c'est l'application mobile Autour, qui est produite par l'Université McGill, qui permet aux adultes et non-voyants de se déplacer en milieu urbain grâce à cette application-là. Et finalement, last but not least, plusieurs se tournent vers des applications mobiles pour tenir des journaux de bord, donc de la collecte de données, que ce soit la nuit de sommeil, qu'est-ce qu'on mange, le journal de nos humeurs, donc il y en a une panoplie qui est disponible et on va justement parler cet après-midi de la confidentialité de ces données-là qu'on partage à Guy et ailleurs avec des gens qu'on ne connaît pas. Par contre, il existe aussi des plateformes pour favoriser la recherche et c'est entre autres ce que propose Apple avec sa plateforme ResearchKit. Donc, l'application que je vous présente ici, c'est le Parkinson Empower, qui permet aux patients atteints de Parkinson de partager au jour le jour leurs symptômes avec des chercheurs via l'application mobile. Donc, la recherche participative, c'est aussi un des avantages des applications mobiles. Donc, où trouver des applications fiables? Mon premier réflexe, c'est de me tourner vers la littérature scientifique. Et comme vous pouvez voir ici, il y a de plus en plus de publications qui parlent des applications mobiles dans la base de données PubMed, qui est une base de données bibliographiques de référence pour les sciences biomédicales. Donc, au cours des 5 dernières années, voici le nombre d'études qui va en progression dans PubMed, que vous fassiez une recherche là, avec les différents synonymes pour applications mobiles. Et en fait, la base de données a mis en place, à partir de 2013, un descripteur, un Medical Subject Heading, donc une étiquette de sujet spécifique pour les applications mobiles. Donc, c'est les recherches que vous voyez qui sont identifiées en bleu. Là, je dis recherche, mais il faut faire attention. Dans ça, il y a aussi des nouvelles, des lettres à l'éditeur. Donc, si on regarde, là, il y a au-dessus de 1000 articles qui ont reçu l'étiquette Mobile Applications dans la base de données. Et là-dessus, il y a une centaine d'études cliniques et environ 70 méta-analyses, revues systématiques et guides de pratique.
Donc, une étude donc les types d'études que vous allez retrouver dans PubMed, il y en a peut-être deux types. Le premier, ce serait des études de validation de ce qui est disponible sur le marché des applications mobiles en santé. Donc, j'ai choisi un exemple d'une étude de ce type-là, où on a analysé le contenu de 225 applications de cessation du tabac qui étaient disponibles dans Google Play. Ces applications mobiles-là ont un certain succès. Il y en a une sur 5 qui avait été téléchargée plus de 10 000 fois. Et les utilisateurs, en général, avaient accordé une note moyenne de presque 4 sur 5 aux applications, donc ils en étaient assez satisfaits. Mais dans les faits, arrêter de fumer, ça ne se fait pas criant ciseaux. Il existe des guides de pratique clinique basés sur des données probantes pour justement faire des recommandations quant aux moyens de cesser de fumer. Il y en a 5. Et ce que les chercheurs ont fait dans cette étude-ci, c'est qu'ils ont vérifié pour les applications mobiles, est-ce qu'on se conformait à ces fameuses recommandations cliniques américaines pour la cessation du tabac. Et en passant au Canada, c'est sensiblement les mêmes. Donc, vous pouvez voir que pour ce qui est du premier énoncé, ça va. Environ 95% des applications mobiles se conforment à la première recommandation, mais ça va de mal en pis. Donc, les recommandations 2 et 3, c'est moins de la moitié des applications. Et pour les 4 et 5, c'est 10% ou moins des applications qui ciblaient spécifiquement, notamment, évaluer la volonté des patients d'amorcer un traitement pour renoncer au tabagisme. Alors, ça vous donne une idée de l'efficacité de ces applications mobiles-là qui, très souvent, n'ont pas eu de validation. Donc, ce qu'il faut favoriser dans nos recherches d'applications mobiles, ce sont des applications pour lesquelles il y a eu une validation. Et vous allez trouver justement dans PubMed des études cliniques. Et aussi, si vous allez sur le site, le registre des essais cliniques, clinicaltrials.gov, au cours de la dernière année, vous allez trouver une liste. Donc, vous pourrez cliquer sur le lien là, une fois que la présentation sera en ligne. Il y a environ 85 études cliniques qui ont été déposées au cours de la dernière année. Et ça touche notamment des applications mobiles pour les troubles de santé mentale, la nutrition ou la gestion du poids, l'oncologie et diverses dépendances. Et bon, il y a bien sûr plusieurs autres sujets, mais ce sont les principaux. Donc, il y a des applications mobiles pour lesquelles un processus de validation est en cours. C'est une bonne nouvelle. Donc, avant de recommander une application mobile, nous, on va s'assurer que l'appli doit d'abord avoir subi des tests de validation. Si possible, il faudrait que ce soit des données probantes. Donc, pour prouver justement que l'incidence de son utilisation a vraiment des résultats sur la santé des patients. Comme ce n'est pas toujours le cas, on peut se tourner alors vers des sites d'évaluation des applications mobiles, mais il faut faire attention parce que les critères de qualité vont varier d'un site à l'autre et il peut y avoir des conflits d'intérêts potentiels qui ne sont pas toujours déclarés. Je pense entre autres à deux sites de labellisation, comme on dit en France, pour les applications mobiles qui sont en ligne. Donc, est-ce qu'il y a un avantage financier à faire labelliser son application sur donc, il faut faire attention là aussi. Et finalement, on peut se tourner vers les associations professionnelles pour voir si eux recommandent des applications mobiles. Mais il y en a peu qui sont disponibles parce que très souvent, ces applications-là, puisqu'elles n'ont pas été validées, l'association professionnelle ne va pas nécessairement les recommander. Par contre, ce que les associations font souvent, c'est qu'ils proposent des lignes directrices pour aider leurs membres à recommander à leurs patients des applications mobiles, par exemple à l'Association médicale canadienne. Donc, je cède maintenant la parole à ma collègue Monique qui va vous parler des applications mobiles pour les futurs médecins. Merci Nathalie, bonjour à tous. Je vais remonter un petit peu le micro. Donc ça me fait plaisir d'être ici. Je poursuis donc avec un exemple de formation qu'on donne aux étudiants de médecine. En janvier 2015, la bibliothèque a été contactée par la faculté de médecine
avec une demande d'inclure une formation à la recherche documentaire dans un nouveau cours qui était introduit à l'externat de médecine. Donc, l'externat de médecine, ça veut dire les années 3 et 4 de médecine, et ça veut aussi dire stage clinique à l'hôpital. Donc, on ne les voit pas sur le campus. Ce cours-là, profession MD, éthique clinique, était rajouté dans le cursus afin de ramener les étudiants à l'université 3 fois par année pour des périodes d'une semaine à chaque fois et leur montrer des notions qui ne sont pas nécessairement vues dans les stages cliniques. Donc, ce qui était dans le plan de cours, pour vous le dire exactement, une formation à la recherche d'informations sur les bases de données électroniques. On a fait le bilan ensemble de ce que les étudiants voyaient déjà dans le cursus. Et de ça, il est ressorti que ce qui serait le plus pertinent, considérant entre autres qu'ils étaient toujours en milieu clinique, serait une formation aux applications mobiles pour aller chercher de l'information médicale. Donc, on a convenu d'une rencontre et avant de me présenter à cette rencontre avec presque l'ensemble de la direction du programme MD, je voulais être bien préparée. Donc, j'ai fait un retour sur mes connaissances, donc j'ai fouillé dans la littérature scientifique pour vraiment documenter de quoi ont besoin ces étudiants-là au niveau des applications mobiles. J'ai consulté quelques guides aussi sur Internet, incluant le guide produit par Nathalie. Et je suis arrivée à la réunion avec deux questionnements et 2 propositions. La première, c'était de dire on aurait besoin de savoir les besoins exacts de nos étudiants à l'Université de Montréal. Est-ce qu'ils diffèrent de ce que j'ai lu dans la littérature scientifique? Et deuxième point, oui, je peux me présenter en tant qu'experte à partir de ce que j'ai lu dans la littérature scientifique, mais je ne travaille pas dans un milieu clinique, je n'utilise pas d'application mobile dans un contexte très stressant d'être à l'hôpital, donc je voulais, si possible, avoir un co-formateur, quelqu'un qui vient du milieu clinique et qui vraiment est dans le feu de l'action. Donc, ces 2 propositions-là ont été acceptées. La direction de médecine se chargeait de me trouver un médecin ou un résident pour donner la formation conjointement avec moi. Et j'héritais de la partie d'identifier les besoins des étudiants du programme MD. Donc, cette petite illustration, on essaye de suivre ce qu'on prêche à nos étudiants, la pratique factuelle. Donc, on essaye, nous aussi, dans ce qu'on fait en bibliothèque, de suivre le principe de la pratique factuelle. Donc, vous avez les 3 éléments ici, tout comme on a en sciences de la santé. Donc, si je reviens sur ces 3 éléments, les données de la littérature, un article a été publié en 2014 par Jill Boroff et Dale Story. Ce sont 2 bibliothécaires au Canada. Donc, ils se sont penchés sur les besoins dans 4 universités canadiennes, des étudiants, des résidents et des professeurs de médecine. Donc, Mobile Devices in Medicine, a survey of all medical students, residents and faculty use smartphones and other mobile devices to find information. Donc, entre autres, là-dedans, ils identifiaient les 10 applications favorites pour trouver de l'information médicale. Les barrières aussi à une utilisation optimale. Donc, vous avez un petit nuage de mots. Ce sont les 10 applications qui ont été identifiées. Donc, déjà, en voyant ce résultat-là, j'étais à même de deviner que le résultat serait différent à l'Université de Montréal pour une raison très simple. Je savais que le réseau Wi-Fi était à peu près inexistant dans nos hôpitaux. Et deuxièmement, je savais que notre offre documentaire à l'Université de Montréal excluait un certain nombre de ces ressources qui sont accessibles parce que la bibliothèque a un abonnement. Donc déjà, j'avais vraiment besoin d'aller sonder mes étudiants à l'Université de Montréal. Donc, je vais revenir sur cette liste-là tout à l'heure, mais donc vous devinez déjà, donc il y a des ressources en abonnement, il y a des ressources accessibles par Wi-Fi. Sinon, si on parle du type de ressources, donc il y a des ressources qui sont vraiment pour le diagnostic différentiel, des ressources pour le choix des médicaments et le dosage, et des calculateurs médicaux. Donc ça couvre une bonne partie de ce qu'on a ici. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc j'ai lu d'autres articles, mais c'est vraiment celui-là qui était le plus utile pour moi. Expertise professionnelle. Donc, comme je vous ai dit, je me sentais un petit peu mal de me présenter en tant qu'experte, puisque je ne travaille pas dans un milieu clinique et je n'utilise pas dans le feu de l'action ces applications-là. Cependant, mes compétences pour cette formation-là, donc
on est toujours très bon pour synthétiser l'information à les bibliothécaires. Donc oui, je pouvais faire cela. Référer à des sources d'appli évaluées et démontrer comment évaluer la qualité de l'information. Donc, mon ou ma collègue à venir qui donnerait la formation avec moi, choisir la bonne appli au bon moment et suggérer un top 10 des applis dont ils auront besoin dans les milieux cliniques de l'Université de Montréal. Donc, comment j'ai été chercher des infos sur nos étudiants à l'Université de Montréal? Ça n'a aucune prétention scientifique, je vous le dis tout de suite, je vous présente les tableaux, mais ça n'a pas été fait dans un but de publication. Donc, je voulais vraiment juste tâter le pouls un petit peu de nos étudiants. Donc, j'envoyais un certain nombre des externes 2, donc presque à la fin de leur externat. La formation qu'on préparait était pour les externes 1, donc déjà un petit peu un décalage. J'envoyais une soixantaine quelques semaines après la réunion. Donc, j'ai préparé un mini-sondage. Donc, je vous présente un petit peu ce qu'on a obtenu. Est-ce que j'utilise des applis en santé? Donc, 59 sur 63 ont répondu oui, ils les utilisaient déjà. Donc, la majorité d'entre eux. D'après vous, sur quoi devrait porter la formation dont allaient profiter vos collègues à l'externat, à la première année de l'externat que vous n'aviez pas eu? Donc, ils ont quand même été gentils de répondre, même si eux n'allaient pas en profiter. Donc, principalement, on veut avoir des applis qui nous sont recommandées, et particulièrement au niveau des médicaments. Et sinon, ce qui est sorti un petit peu, là, la qualité des données. On n'est pas sûr que les données sont bonnes. Donc, on trouve des données dans ces applis-là. Est-ce qu'elles sont valables ou pas? Problème rencontré lors de l'utilisation. Je vous ai donné un petit indice tout à l'heure. Il n'y a pas de Wi-Fi dans les hôpitaux du réseau de l'Université de Montréal. Donc, on est très limité dans les applications mobiles qu'on peut utiliser. Elles doivent être entièrement sur notre téléphone, donc tout le contenu. On ne peut pas se brancher à distance. Donc, le problème principal, donc les deux autres problèmes soulignés, la qualité des données revenait aussi. Et un problème intéressant, la peur que le clinicien il pense qu'on est en train d'être sur Facebook, d'envoyer des textos parce qu'on consulte notre téléphone. Et le top 10 des applications qu'ils utilisaient, en fait, c'est un top 12, mais c'est que j'étais prise avec les 3 dernières qui étaient au même niveau. Donc, j'ai fait un top 10 et je la compare avec ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc, oui, il y en a un grand nombre qui n'étaient pas dans l'article de Borough et Story. Donc, en partie pour les problèmes que je vous ai mentionnés, ou les données que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Donc, il y a des abonnements qu'on n'a pas à l'Université de Montréal. Il n'y a pas le Wi-Fi à l'hôpital. Et là-dedans aussi, il y a 2 applications qui sont en français. Donc, l'étude avait été menée dans 4 universités francophones, universités anglophones au Canada. Donc, ça explique en partie la différence. Sinon, au niveau du type d'application, on retrouve le même type de besoin. Donc, le diagnostic différentiel, des applications pour les médicaments. Donc, les médicaments, diagnostic différentiel et des calculateurs médicaux. Et là-dedans, il y a aussi une petite application qui a été faite au Québec, qui est très intéressante, qui est bilingue, qui est disponible, qui est MD On Call, qui est une application vraiment conçue pour les résidents, pour les aider à se pratiquer, donc à développer leurs connaissances. Elle était absente de l'étude de tout à l'heure. Donc, à partir des données de la littérature, à partir de ces données qu'on est allé chercher auprès des étudiants, des externes en médecine, j'ai eu une rencontre aussi avec l'urgentologue qui allait m'accompagner dans cette formation, donc Dr. Véronique Castonguay. On a mis ensemble nos connaissances et on a pondu la description du cours. Donc, trouver de l'information médicale en contexte clinique, les applications mobiles, la durée. On a décidé pour 1h30, on devrait avoir le temps de faire le tour de ce qu'on voulait leur montrer. Une formation magistrale, mais avec télévoteur et aussi la possibilité de voter à partir de leur téléphone cellulaire, ce qu'on trouvait tout à fait approprié dans ce contexte. Donc, 2 formateurs, 45 minutes chacune. Dr. Castonguay est une urgentologue à l'hôpital Sacré-Cœur. Donc, faire connaître aux étudiants les applications mobiles qui leur permettront d'accéder rapidement en clinique à des informations médicales fiables. Leur apprendre aussi comment choisir une application et en évaluer la qualité.
Donc, on s'est partagé la formation, le contenu de la formation ainsi. Donc, j'ai quand même présenté un peu un tour d'horizon, donc ce qui incluait aussi les applications pour les patients, même si ce n'était pas dans leur demande, ça m'a semblé important. Donc, les types d'applications mobiles en santé, donc incluant les applications pour les patients. Les principes directeurs de l'Association médicale canadienne pour les recommandations d'appui aux patients faits par les médecins. Je dois vous dire que c'est extrêmement vague, ce n'est pas un document très utile. Réglementation canadienne et américaine au niveau de l'enregistrement, je vais dire, à des applications en santé. C'est que la question de sécurité et de confidentialité, choisir une application d'information médicale, les ressources de la bibliothèque et évaluer une application d'information médicale. Donc, Dr Castonguay, avec des vignettes cliniques très intéressantes, très interactives, donc mise en situation très réelle à l'hôpital et pour chaque mise en situation, une proposition d'une ou deux applis qui leur serait utile. Donc, voici le top 10 de Dr Castonguay. Donc oui, elle s'est basée sur les résultats de notre petit sondage auprès des étudiants. Elle s'est basée aussi un petit peu sur la littérature, mais elle a aussi sondé ses collègues et des résidents à l'hôpital pour avoir un petit peu leur feedback là-dessus. Donc, on retrouve les éléments que je mentionnais tout à l'heure, donc diagnostic différentiel, calculateur médical, des applis pour les médicaments. Il y en a une qui n'est pas une appli médicale, mais qui est importante pour elle parce qu'elle en fait un usage très important. Donc, l'organisateur Evernote, comment classer toutes ces choses que vous récoltez donc dans votre pratique médicale. Donc, elle a ajouté celui-là aussi. Et il y a deux applis spécialisées. S'il y en a qui comptent, c'est encore un peu une tricherie. Il y en a 11 à la dizaine. Donc, on n'est jamais sur le vrai top 10. Cette année, donc, on a donné le cours 3 fois. La première année, il a été donné au mois de mai, à la fin de l'externat 1. Ce n'était pas le meilleur moment. Ils avaient déjà pataugé à essayer de trouver des applis fiables. Donc, ils auraient préféré l'avoir en début de l'externat. Donc, il a été donné à nouveau en mai cette année pour être sûr qu'il n'y ait pas un groupe qui ne l'aurait pas. Mais au mois d'août, là, on commence dans le nouveau rythme. On le donne tout de suite à l'entrée à l'externat. On a donné ça à la mi-août. Et cette année, il y a eu une évaluation de la pertinence de la formation auprès des étudiants. Donc, voici une des questions qui leur était posée. Le cours « Trouver les informations médicales en contexte clinique et les applications mobiles » m'a permis d'augmenter mes connaissances. Et vous voyez que la majorité... Oups, mes valeurs n'apparaissent pas. Ton chier n'est pas là. Ah, zut. Donc, je le sais par cœur, pas de problème, on va s'en sortir. Donc, il y a eu 139 répondants. De ça, il y en a 101 qui ont indiqué tout à fait d'accord. 37, oui. 37 ont répondu plutôt d'accord. Et un seul a dit que ce n'était pas pertinent pour lui. Donc, oui, on continue là-dessus, on continue à le mettre au mois d'août. C'est le moment le plus propice. Donc, quelques étudiants ont fait des commentaires. Donc, il y a eu 20 étudiants sur les 139 qui ont mis des commentaires. Donc, 11 étaient extrêmement positifs. Donc, ils exprimaient leur enthousiasme. Il y avait 7 commentaires un peu moins positifs et ils avaient tous rapport à la première partie, la partie théorique, la partie que je donne. Et ils indiquaient qu'on aimerait seulement avoir des suggestions d'applications mobiles. On n'a pas besoin d'avoir le tour d'horizon et on n'a pas besoin de savoir comment les choisir nous-mêmes. Donc, 7, ça veut dire sur 139, c'est 5 %, très peu. On a quand même eu un questionnement. J'en ai discuté avec Dr Castonguay. Est-ce que c'est pertinent, entre autres, de leur parler des applications pour les patients? Ils n'en ont pas besoin à ce moment-ci. C'est pour ça qu'ils veulent. Est-ce qu'on le fait quand même? Elle m'a dit oui. Donc oui, on garde ça. Ils ont besoin de déjà prendre connaissance, de déjà être conscientisés à ces applications-là et de la place que ça va prendre auprès de leurs patients. Donc à cet effet-là, on va continuer donc comme auparavant. Je vais essayer peut-être de présenter un petit peu différemment pour mieux lier à leur réalité. Et une des images que je leur ai montrées au mois d'août, c'est un titre d'article publié en décembre 2015
Donc, un petit peu pour les brasser, un petit peu pour dire, ben, vous n'aurez pas le choix, ça va faire partie de votre réalité. Donc, merci beaucoup.